François a disparu et on n'a rien pour s'accrocher à quelque chose. Rien. C'est le néant. Il est mort comment? Moi, je suis rentrée en juin et en juillet, il y a des cousins qui sont venus me voir pour me dire que mon frère avait été enlevé. Le bonheur a été que Bernard est né 10 ans après moi. Ça a été une joie puisque je m'occupais de lui. J'aimais mon frère, j'aimais mes parents, j'aimais ma sœur. Et puis tout a basculé comme beaucoup de gens en 62. En 1957, mon frère a 22 ans. Il est militaire et en passant sa visite médicale de libération, ils sont tombés dans une embuscade où il y a eu 5 morts, 7 blessés ou 13 blessés et un disparu, lui. Mon père, il était boulanger. Voilà, il a fini boulanger jusqu'à sa disparition. Ouais. Ma famille est déjà pas mal touchée parce que on a déjà 3 tués dans la famille. Enterrés en Algérie, donc ceux-là, on sait où ils sont. Et puis en 62, la disparition de mon oncle, l'enlèvement. Le 6 juillet, il est allé sur Oran acheter des planches pour faire des cadres pour les personnes qui partaient vers la métropole. Et donc c'est entre Misserguine et Oran sur la route de la Sénia. On n'en sait pas plus, il a disparu le 6 juillet. Je suis née à Régaïa, dans une ferme, dans un domaine. Et puis j'ai fini, on avait une ferme à Charaga, quand mon mari était de Charaga, on habitait Charaga. Après on est parti dans le département d'Oran, où ma fille est née à Mossaganem. Et après on est revenu sur Boufarik. Et c'est là où il a été enlevé, à Boufarik. Ils sont arrivés seulement en 1930, du côté de ma mère, et qui ont fait venir après la famille à mon père. Parce que mon père et ma mère, c'est des cousins en même temps. On est des pieds noirs, les enfants, mais pas de racines si on veut. Alors côté paternel de Charente-Maritime et côté maternel de Alsace et puis la région d'Albi, dans le Tarn. Nous sommes de Castiglione, Cifalo, Castiglione. Papa Falcone, Mercurio, Pegnello, c'était le village des premières industries, c'était mon grand-père, Dominique Mercurio. Il avait 10 enfants, 5 filles et 5 garçons. Il est arrivé de Sicile très jeune et il a monté tout ça avec ses fils. Mon père n'est pas né en Algérie, il était né en Bessarabie, qui dépendait de la Roumanie. Il est venu en 1928, en août 1928, mais ma mère par contre est née à Alger. Et ses parents étaient nés en Espagne, mais ils étaient arrivés en Algérie à l'âge de 2 ou 3 ans. Donc la famille de ma mère est en Algérie depuis les années, je suppose, 1880-1870. Maman, elle était déjà depuis très longtemps en Algérie, enfin sa famille. Alors il m'a été raconté que le grand-père, arrière-grand-père était républicain en Espagne et que donc il a été fait prisonnier, mais ceux étaient républicains. Et donc la reine d'Espagne a fait mettre en prison et un jour elle a décidé soit vous choisissez de rester prisonnier à vie en Espagne, soit on vous met sur un bateau, et il a choisi le bateau et il s'est retrouvé en Algérie de cette façon-là. Des bénissafiens, c'était pratiquement tous des Espagnols. Ma grand-mère, par exemple, est venue sur un bateau, un grand bateau, enfin grand, parce qu'elle avait 3 ou 4 enfants déjà, tout petits, et mon grand-père qui était venu avant, tout seul pour savoir s'il y avait de quoi vivre un peu mieux qu'en Espagne, lui a dit qu'effectivement, il valait mieux qu'elle vienne.
Et donc elle a embarqué avec tous ses petits-enfants. Je ne sais pas si elle avait tout à fait l'argent pour le voyage. La famille Cohen, oui, ils sont du pays, quoi. Ils sont du pays au même titre que peut-être même plus anciennes que les dernières invasions arabes d'Algérie. Les Juifs en Algérie, ils sont de toute éternité, disons. Ah oui, nous étions des Français de France. Et mon papa a déjà été militaire de carrière, il a pas mal voyagé lui aussi. Et puis il a fait un séjour au Maroc il y a très longtemps, du temps de la pacification, entre guillemets, du Maroc, où j'avais un frère déjà qui était né là-bas en 1930, Pierre qui est décédé depuis. Puis nous sommes nés en France, François était né en France, nous-mêmes. Et puis quand mon papa est reparti au Maroc, là-bas j'ai Martine, Jean, Gérard, Louise, Bernard, Bernadette, Jacques, 5 frères et sœurs qui sont nés au Maroc. C'est du côté de maman que nous sommes pieds noirs bien enracinés, puisque mon arrière-grand-mère est née en Algérie, à Orléansville. Et donc je suis la 4e génération. Mais du côté de papa est né en Italie et en 1944, il est parti en Algérie faire son service militaire. Et c'est là qu'il a connu maman. D'abord, papa en 1961 a eu une mutation à Msila pour un grade d'un service pénitentiaire. Et là, il avait Msila ou Corbeil dans l'Essonne. Il a choisi Msila. Il n'était pas pied noir, mais il croyait en l'Algérie française. Il était artisan tailleur. C'est ce qu'il faisait quand il était en Roumanie. Quand il est arrivé en Algérie, il s'est installé, il a travaillé dans des ateliers, puis ensuite il a monté son magasin. Et ensuite, il a fait sa vie là-bas. Ma mère avait une pharmacie au Golfe, à la Redoute. Et mon père était directeur de recherche dans un laboratoire pharmaceutique à Guet-Constantine. Ils avaient acheté deux chevaux, puis ils vendaient de l'eau dans les maisons. Oui, à Oran, le porte-à-porte qu'ils faisaient, ils vendaient de l'eau. Puis voilà, je me souviens, j'étais jeune, et je partais avec eux des fois. Chercher l'eau du côté du stade Montréal, l'eau elle était douce là. Nous étions une famille très nombreuse, 9 garçons, 3 filles. Lui était le frère aîné. Et puis il a fait son service militaire comme tout le monde à cette époque-là. À la fin du service militaire, ses études ont été assez brillantes. Hein. Il était ingénieur agricole et puis il a fait les hautes études marocaines. Il était diplômé il parlait l'arabe comme une mosquée. Ah oui, l'arabe littéraire. Et puis après, il est entré dans les eaux et forêts. Après, il est rentré en France vu les événements qui se passaient au Maroc et un peu partout à cette époque-là. Et au Maroc, c'est pas tellement plu. Il a décidé de reprendre du service pour les événements d'Algérie, car c'était des événements à cette époque-là. Et il est rentré, il était réserviste, il est rentré au service de l'armée en tant que lieutenant dans les SAS, les sections administratives spécialisées. Et de là, il était père de famille, il avait une grande fille. C'était juste avant le week-end du 1er mai et mon père avait décidé de se rendre sur la ferme avec mon frère parce qu'il avait une petite ferme de 7 hectares à 18 km d'Alger, à Baraki. Et il devait revenir le soir du 1er mai. Et quand on ne les a pas vus revenir, c'est là que ma mère a commencé à s'inquiéter. Et on n'avait pas d'informations possibles, il n'y avait pas le téléphone. Non, il n'y avait pas le téléphone sur la ferme. Enfin, bon, c'était à l'époque, il n'y avait pas les portables. Et donc finalement, elle s'était rendue le 2 mai, je crois, sur la ferme avec sa sœur, son beau-frère, et elle avait contacté des militaires, je ne sais pas si c'était à Maison Carrée, qui s'étaient rendus sur la ferme avec elle pour l'accompagner. C'est là qu'elle a vu que bon, il n'y avait plus personne, ils avaient juste retrouvé
Il y avait un petit chien qu'ils avaient emmené avec eux. Ils ont retrouvé le petit chien vivant dans la ferme, mais rien, pas de traces d'effraction, pas de traces de violence, mais personne. C'est mes grands-parents maternels et paternels et ses sœurs qui étaient plus âgés que lui. Et les beaux-frères aussi. Ils cherchent et puis ils finissent par trouver la voiture de son collègue sur la place d'Armes. Voilà. Mon mari avait une sœur qui était institutrice, mariée avec un instituteur, M. Sixic. Ils avaient des amis, donc d'autres collègues, instituteurs et amis. Et en voyant la date de l'indépendance qui arrivait, ils ont souhaité que leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs femmes, etc., ils ont eu envie de les envoyer en vacances en France, en attendant, parce qu'ils n'avaient pas l'intention de quitter l'Algérie. Donc, ils sont allés à Oran, ils ont voulu aller à Oran, M. Sixic, M. Bensoussan, M. Lévy, Jean-Louis, qui était... Jean-Louis et Sixic et Jean-Jacques étaient enseignants, M. Bensoussan, c'est un ami. Et ils ont voulu aller à Oran se renseigner sur les possibilités de départ en France, pour les enfants et les femmes. Puis ils ne sont jamais revenus. C'était le 28 juin, exactement. Le 28 juin. Ils sont tous partis avec la voiture de M. Bensoussan, qui était une belle voiture. C'était une idée ou une DS. Ce qui se passe quand ils ne reviennent pas, c'est l'affolement général. On avait entendu parler d'enlèvements dans d'autres villages. Il y avait eu déjà M. Benoliel, le docteur, qui avait été enlevé. Mais il avait été enlevé sur place à Bénissaf. Vous savez où on l'avait emmené. Bon, on ne l'a jamais retrouvé non plus. Et donc on s'est affolé. Donc mon beau-père et ma belle-mère et leur fille Colette, qui était donc la femme de Jean-Jacques Sixic, ont voulu aller les chercher. Ça leur paraissait un truc incroyable. Mon beau-père avait de très bons amis chez les musulmans, chez les Arabes de Bénissaf. Et il avait un ami en particulier qui habitait Oran. Et il a voulu aller voir cet ami pour savoir s'il pouvait l'aider à les retrouver. Donc ils sont partis le 29 au matin. Mon beau-père, ma belle-mère, monsieur et madame Cohen, et Colette, leur fille, épouse Sixic. Bon. On sait qu'ils sont arrivés à Oran. On sait qu'ils sont allés voir monsieur Kasmi, qui était vraiment un ami, et je suis persuadée qu'il aurait fait tout son possible pour aider mes beaux-parents. Malheureusement, il n'était pas chez lui. Il avait un magasin, je crois, je sais plus, un entrepôt, je ne sais plus de quoi. Et donc, mes beaux-parents se sont adressés aux employés de l'entrepôt, qui ont dit non, il n'est pas là, mais il va revenir. Et sur ces entrefaites, quelqu'un est venu, et leur a demandé de monter dans leur voiture, de remonter dans leur voiture, qu'il allait les emmener là où on pourrait les aider. Ouais. Il était armé, il paraît qu'il était armé, donc voilà. Et là, ça a été fini, on ne les a plus revus, on ne sait plus où on les a emmenés, on ne sait plus. Voilà. Ils sont venus, on était à la veille de faire la vendange à la ferme. C'était au mois d'août, à 6h du soir, il faisait soleil. On avait été chez mes beaux-parents, passer la journée, parce que comme ils avaient une cave, là-bas, ils emportaient le raisin à la cave de Charaga. Il avait préparé toute sa cave pour recevoir le raisin le lendemain. Et en arrivant à Boufarik, il est sorti pour tout installer sur son chantier. On avait 100 bonhommes sur la ferme, parce qu'on faisait les vendanges le lendemain, tout un chantier. Il avait installé ses camions et tout sur le chantier pour commencer le lendemain. Et il est revenu à la maison pour lire le journal. Il s'est mis dans le fauteuil, lire le journal. Moi, je donnais le sein à mon fils. Ils sont arrivés en trombe dans la maison. 5. 5. On n'a rien pu faire. Ils nous ont surpris. Mon mari lui a attaché les mains tout de suite derrière le dos. Moi, ils m'ont demandé de leur donner toutes les armes qu'on avait.
Ils ont arraché les fils du téléphone pour que je ne puisse pas téléphoner. Et ils l'ont emmené. Et moi, automatiquement, je suivais. J'avais ma fille qui était avec moi et le petit qui était dans mes bras. Et ils partaient dans l'orangerie. Alors, je suivais machinalement. Vous savez, on ne sait pas ce qu'on fait quand c'est des choses comme ça. Hein. Et alors, j'ai dit, mais où vous l'amenez, où vous l'amenez? Et je suivais toujours. Ils partaient, mais moi, je suivais derrière. Alors, il y en a un qui s'est retourné et qui m'a mis en joue avec la mitraillette et me dit, regarde, si tu ne retournes pas à la maison, on te descend. Alors mon mari, quand il a entendu ça, il a dit, écoute, fais leur confiance, puis qu'ils te disent que je vais revenir, retourne à la maison. Et puis il est parti. Et depuis? Et depuis, plus rien. C'est lors d'un retour à l'heure du déjeuner, à midi, de son laboratoire vers la Redoute, au domicile, qu'il n'est jamais arrivé. Et voilà. Rien ne sait prévoir, si ce n'est que 3 ou 4 mois auparavant, il avait été victime d'une tentative d'assassinat au passage à niveau du guet de Constantine. Il était au volant de sa 2 chevaux, arrêté au passage à niveau. Et il a entendu un clic sur le bord de sa portière, et puis il a vu qu'il y avait un revolver qui était dressé contre sa tempe, et le coup n'était pas parti. Voilà, il a ouvert la porte, il a essayé de sortir pour poursuivre le gars, et bon, évidemment qu'il s'est sauvé. Alors, il avait déjà échappé une première fois, puis la deuxième fois, il n'a pas échappé. Donc, pour moi, c'est totalement au hasard. Totalement au hasard. Comme la plupart des civils, puisque au hasard ont été enlevés et massacrés des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards de tous âges. On ne pourrait pas dire que des enfants en très bas âge aient pu être visés spécialement pour une raison quelconque. Ce 7 mai 62, début d'après-midi, 13h, je suis à l'intérieur avec maman et ma soeur, 12 ans, est à l'extérieur avec papa. On entend soudainement des cris, mais je vous assure, des cris horribles, horribles. Je n'ai jamais entendu d'une horreur pareille. Donc de suite, on pense à papa, à ma soeur, jeune soeur. On se précipite et on tombe nez à nez avec ma soeur qui est rentrée affolée, vraiment avec des yeux exorbités, et se jette sur maman. On tape papa, on enlève des Arabes, et puis elle s'agrippe. Et ma mère veut partir parce qu'elle se doute bien que c'était mon père, donc ses cris. Et on s'accroche, on l'accroche, et elle nous tire sur le long du couloir. Et nous, on est petites, elle se libère, elle arrive à sortir. Et je crois que nous l'avons sauvé la vie parce que quand elle arrive, tout est fini, il n'y a plus personne. Elle cherche papa n'y a plus, il a disparu. On ne le verra plus jamais. Il travaillait chez son beau-frère et en même temps cousin. Il travaillait dans la boulangerie et à midi, il a fini son travail, il s'en va. Et il travaillait à Saint-Eugène, quartier de Saint-Eugène. Il s'en va et puis il y a un barrage de CRS. Oh mince, et puis il avait des soins à suivre, à faire. Donc il fallait qu'il rentre par force. Alors il revient à la boulangerie et mon oncle lui dit bon Manuel, tu vas manger avec nous, tu vas faire la sieste et tu partiras après. Bon, d'accord. Alors il a mangé, il s'est mis à table et après avoir fini de manger, il a dit non écoute, je m'en vais. Je pars à la maison. Et au lieu de partir où il y avait ce fameux barrage de CRS, il a voulu prendre un autre chemin et il est parti par Sanchidrian, Sidi Chami, et un gendarme l'a arrêté. Et mon père, il était en moto, voilà. Il était en moto. Et il y a un qui a fait du stop et il a pris ce Jover dans sa moto. Et il est arrivé dans ce quartier arabisé et le gendarme lui a dit, monsieur, un peu plus loin, il y a un barrage de FLN. Ne passez pas. N'y allez pas. Bon. Et si, il faut que j'y aille, Et il est passé. Mais de là, c'est terminé, on ne l'a plus revu. Le 13 février 1958. C'est la route du Mont-Gournou, mais c'est une route qui va vers le Sahara, vers Ouargla et tout ça. Et il a été pris dans une embuscade, parce les voitures étaient accompagnées par des militaires quand elles se déplaçaient pour aller faire de grands trajets vers le sud. Et mon frère, d'ailleurs, se trouvait avec sa femme dans ce convoi. Et le convoi était attaqué par des félagas, et ils ont pris tous
tous les gens qui étaient autour. On n'a retrouvé ni les corps, ni les voitures, tout a disparu. Nous, les gosses, on est tous en France. Les femmes aussi, sauf mon oncle et ma tante, qui eux sont restés pour finir leurs affaires. Et il ne reste que quelques jours pour partir. Je crois qu'il devait partir le 6 août. Et le 5 août, il descend à Marengo pour ses affaires et récupérer quelques biens qu'il avait à Marengo. Et en remontant à Mamrera, entre Mamrera et Meurade, eh ben, il est enlevé et puis il disparaît. Oh, heureusement, ma tante n'était pas avec lui parce que sinon il y en aurait eu deux. Sa femme et ses 4 enfants sont restés sur place, bien sûr à La Fontaine. Et mon frère est parti avec un autre militaire, d'ailleurs, dans sa voiture, le maréchal des logis Lalleux, je crois, qu'il a laissé en cours de route. C'est un petit patelin, le nom m'échappe. Et François est reparti. Sur la route, il a été contrôlé par un barrage de gendarmes français. Il lui a demandé où il allait. Il a dit, mais je me rends à tel endroit, en direction de son nouveau poste. Et bon, passé. Point final, on n'en a plus jamais entendu parler. Ça a été en avril 62, au mariage d'une cousine. On les a vus la dernière fois. Ils sont partis et 18 jours après, ils ont disparu. On les a plus revus. Il avait 23 mois et 18 jours. Tes parents, quel âge avaient-ils? Oh, maman, elle allait avoir 36 ans et papa 37 ans. Et en plus, il n'a pas été le seul ce jour-là. Nous avons appris que dans la même journée, 7 personnes ont été enlevées avec la même voiture. Parce que ma sœur donc, a tout vu. Elle a été terrorisée, elle s'est cachée, mais elle a tout vu. Elle a bien vu les Arabes sortir, une 403 arrivée donc, à hauteur de papa. Les portières sont ouvertes. Et les Arabes en sont sortis, un avec une mitraillette qui a tenu en joue donc les passants pour les tenir à l'écart. 2 autres ont saisi mon père qui se débattait. Et c'est là que les hurlements, avec la crosse de revolver, ils l'ont frappé sur le crâne. Et ils l'ont mis dans la voiture et ils sont partis. Bien sûr, maman a fait les recherches que tout le monde a fait, journaux, radio. On a bien sûr contacté l'État, les anciens combattants, tout ça, rien du tout. Un jour, par contre, il est venu un jeune lieutenant qui a voulu, que je l'ai vu, il a rencontré maman tête à tête. Et ce lieutenant, il a dit, Madame Siffre, votre mari est encore vivant. Il est prisonnier pas loin au ravin de la femme sauvage, du côté du ruisseau. Il est avec d'autres personnes, il est blessé. Mais il s'est mis à pleurer à ce moment-là. Il a dit, je ne peux rien faire. L'armée n'a pas le droit d'intervenir, on ne peut pas aller le sortir. Et il s'est mis à pleurer, ce monsieur. Ma mère, nous ne le voyons pas venir, elle a été portée au commissariat de police, et puis voilà, ils ont fait une fiche de recherche. Et on m'a téléphoné, j'étais à Sétif à ce moment-là. J'étais à Sétif et j'étais au consul. Parce qu'il y avait, après le 19 mars, il y avait des consuls partout. Hein. Alors j'étais au consul et j'ai expliqué mon histoire, et voilà. Et de là c'est parti, de Broglie après m'a répondu, la Croix-Rouge aussi, et puis voilà, ça fait 46 ans. Et... Quand je rentre à la maison, bon, j'ai plus de téléphone, je prends la voiture tout de suite, je mets mes 2 petits dans la voiture, et je m'en vais à la gendarmerie tout de suite à Boufarik. Et là, les gendarmes qui ne bougeaient pas, qui n'étaient pas pressés, mais dépêchez-vous, le temps que vous perdez du temps là, et ils seront déjà loin, et ils ne bougeaient pas. De la gendarmerie, on est parti à un dépôt où il y avait des militaires, en dehors de Boufarik, chercher du renfort. Et dépêchez-vous, ils ne bougeaient pas. Quand on est revenu sur la ferme, vous pensez qu'ils étaient loin. Qu'après, il y a eu une enquête de gendarmerie, les gendarmes ont dit, mais ils ont été hébergés là, pendant 2 jours, chez les ouvriers. Et parmi ces ouvriers, vous aviez des gens de confiance? Ça avait 12 ans. C'était des gens de confiance qui étaient sur la propriété. Bon, celui qui les hébergeait, ils l'ont mis en prison, les gendarmes. Et une fois qu'il est sorti de prison, il est venu me trouver à Chiraga, où j'étais chez mes beaux-parents. Il m'a dit, tu me donnes la paye? J'ai dit, va-t'en tout de suite, tu vas voir la paye que je vais te donner.
Je ne lui ai pas donné la paye. Hein. Et puis depuis, j'ai plus de nouvelles de lui, quoi. Et ma tante a fait des recherches par l'intermédiaire du consulat, je crois. Et puis bon, le consulat a déclaré qu'il avait été qu'il est disparu, même mort, on ne sait pas. Il a reçu un télégramme, son papa a reçu un télégramme qui lui annonçait la disparition, et quelques jours après, ils ont reçu une lettre de son frère, quoi, et qui disait qu'il était bien en vie, qu'il était bien traité, etc. etc. Et à partir de là, le gouvernement français a envoyé un acte, un mandat comme quoi il était déserteur. Dans la famille, c'était horreur. Non seulement il disparaissait, mais on l'accusait d'être lâche. C'était très dur. Ma mère était toute seule avec mon frère parce que nous étions déjà, ma sœur et moi, en France, donc en métropole, et elle s'est retrouvée toute seule avec mon frère. Elle est allée voir le maire, ensuite elle est allée à Oran. Elle s'est réfugiée chez ma tante à Oran et elle est repartie faire ses recherches un peu partout, gendarmerie, la Croix-Rouge, et puis Village Nègre, où on lui disait d'aller, elle allait avec mon frère dans les bras, affolée, terriblement inquiète bien sûr, et voilà. Ils n'ont pas baissé les bras, ils ont décidé de rechercher leur fille dans tous les douars, en posant toujours des questions, s'ils avaient vu une grande jeune fille blonde accompagnée de leur beau-fils. Et c'était toujours, la question était toujours négative, la réponse était toujours négative. Et un jour, il y a un petit berger qui a dit oui, j'ai vu un homme avec une broche en fer dans la jambe, dans le ravin, mort. Et donc là, ils ont compris qu'il s'agissait sûrement d'Alain, parce qu'il avait été, auparavant, il avait eu un accident, il avait été opéré, on lui a mis une broche dans la jambe. Mais aucune réponse au sujet de Lilian, leur fille. Donc ils ont continué à rechercher leur fille pendant plus d'1 mois. Elle était aide-soignante. Elle a essayé par des relations, les relations sont venues la contacter pour dire on va essayer de faire ci, peut-être il est là, donc elle est allée voir des charniers, tout cela, avec un ami chirurgien pour voir un peu des traces du corps, et non, ils n'ont pas trouvé, il n'était pas. En fait, des procédures de recherche, il n'y en avait pas à l'époque, quoi. Là, elle s'était retrouvée accompagnée par des militaires, mais bon, je crois que c'est la seule fois où ils ont fait quelque chose. Hein. La seule truc qu'on a appris, c'est que bon, il y avait 19 personnes qui avaient été enlevées le même jour dans la même localité. Des gens qui avaient des fermes dans le coin, et en particulier des voisins qu'on connaissait, qui ont été enlevés en même temps, et on a retrouvé une seule de ces 19 personnes égorgées dans l'oued de l'Arrache. C'est tout. C'est la seule personne qui a été retrouvée, les autres, jamais de nouvelles à ma connaissance. Et mon oncle, donc, le lendemain, est parti chercher partout. Et il est allé au Petit Lac. Et il a vu, c'est là où il a vu des horreurs, ce pauvre homme. Parce qu'il en a eu un cancer, c'est pas pour rien. Et il a pas trouvé. Il a pas trouvé mon frère. Et vers la mi-décembre 1963, le consul général de France et de M. Chalier m'a convoqué, parce que je payais avec sa secrétaire, m'a convoqué en me disant, écoutez, voilà, Mlle Saint-Georges, je vais vous annoncer quelque chose, juste qu'il a d'ailleurs écrite. Votre frère est bien vivant, il se trouve dans un camp du côté de Tlemcen. On fera tout pour le faire sortir, mais on ne vous cache pas que c'est très difficile. Et puis, plus jamais de nouvelles. Des recherches, on a fait intervenir. Mon frère aîné est parti en Tunisie, il a vu Aït Ahmed, il a vu tous les pontes de la Révolution, si vous voulez. Hein. Donc on lui a donné, on lui a dit mais non, on va le retrouver, ici et là. Et on ne l'a jamais plus retrouvé, ils n'ont pas donné suite. Donc on l'a cherché, c'est ça pour le chercher. Et je vous dirais franchement, quand je vais, pas maintenant, mais les premiers temps, quand j'allais au Maroc, quand j'allais en Tunisie,
Parce qu'en Algérie, je ne suis jamais plus retournée et je ne retournerai plus jamais. Mais quand je vais au Maroc, il m'est arrivé de regarder dans les souks, parce que ma mère me disait toujours, et s'il a perdu la mémoire? Et mon frère avait des yeux jaunes et verts, quelque chose de magnifique. Et je regarde les gens, mon mari me dit, mais arrête. J'ai dit, non, on ne sait jamais, tu sais, ma mère, elle a peut-être raison, peut-être qu'il est en train de errer par là. Et j'étais toujours en train de chercher partout, sachant son caractère, je savais sûrement, mais ma mère, elle me disait toujours, tant que je ne le vois pas, je ne pourrais pas le croire. Et puis après, c'était vraiment, il faut voir ça. Et si on l'a tué avec un couteau, et si on l'a tué avec un fusil, et si on l'a tué comme ça. C'était, d'abord, elle est morte de chagrin. Hein. Elle est morte de chagrin. Et après, ça s'est ajouté l'attentat de mon père, parce qu'il a pris 5 balles devant la maison. Hein. Elle s'est inquiétée, ne le voyant pas arriver à l'heure normale. Elle a téléphoné à son laboratoire pour savoir s'il était parti normalement. On lui a dit que oui, et passé un certain temps, comme il y avait énormément d'enlèvements à cette époque-là, elle a tout de suite prévenu la gendarmerie, et voilà. Bon, les recherches entreprises au niveau des autorités françaises, à mon avis, aucune. À ma connaissance, aucune, en tout cas. Il y avait tellement d'enlèvements à ce moment-là, et je pense que, enfin, je sais, avec le recul, que beaucoup de ces événements ont été niés par les autorités, et je pense qu'il n'y a eu aucune recherche à cette époque-là. La seule recherche qui a eu lieu, c'est moi-même qui ai une information en disant que quelqu'un pouvait me dire où était mon père, quelqu'un qui était dans un quartier arabe de la Redoute. Et j'y suis allé avec un ami et j'ai failli moi-même me faire enlever puisque c'était un piège et je m'en suis sorti en courant très vite. Plus rien, pas tout à fait, puisque nous avons appris par l'intermédiaire d'un officier du 2e bureau de l'époque que le corps de mon père avait été retrouvé, avec beaucoup d'autres, dans un charnier, semble-t-il, mais que tout ça avait été recouvert parce qu'il ne fallait pas que les autorités portent en exergue ce genre d'agissement du FLN à cette époque. Elle m'a dit, mais on a été obligé de partir, prendre la fuite. Alors, avec un petit convoi militaire, à la tête duquel il y avait un sous-lieutenant, qui les a emmenés à Oran pour prendre le bateau. Sans escorte, sans rien. Et ils sont arrivés à Oran, ils se demandent même comment. Et Oran, ils sont rentrés en France, une main devant, une main derrière. Ah ben pour ma famille, c'était un grand coup sur la tête parce que on savait très bien que la plupart des enlevés et des disparus étaient massacrés immédiatement, qu'on ne pourrait jamais rien savoir. Et ça a été un drame psychologique au niveau de ma mère, surtout. Bon, moi-même, je m'étais un petit peu endurci à cette époque, mais bon, ma mère ayant reçu beaucoup de menaces me concernant et la concernant elle, m'a convaincu de quitter l'Algérie. Donc j'ai réussi par un moyen quelconque à quitter l'Algérie et ma mère a suivi 15 jours plus tard. Sa pharmacie a été prise récupérée par les Algériens, comme tous les biens des Européens là-bas. Je suis rentrée qu'en 63, parce que bon, après je suis tombée malade. Oui, c'était en 63. En 63, j'ai commencé à faire des dépressions nerveuses. Et le docteur m'a dit, il faut partir au moins 1 mois, 2 mois en France, parce que j'avais mon père, mon frère et ma soeur en France. Il faut vous reposer. Alors je suis rentrée en France et mon père m'a fait soigner. Il était du côté de Tours. Et pendant que j'étais à Tours, j'ai des amis, des voisins que je connaissais très bien, qui m'ont envoyé une lettre commandée qui me dit, viens vite, parce qu'ils vont nationaliser la ferme. Alors, j'ai pris l'avion, je suis retournée faire tous les nécessaires à la préfecture de Blida pour avoir tous les papiers. J'ai profité, il y avait un ami qui faisait le déménagement, qui s'est occupé de me faire le déménagement, et je suis rentrée. Alors j'ai travaillé, je faisais des ménages, je faisais du repassage, j'ai fait des bureaux.
sommes restés une année de plus. Nous sommes restés une année de plus à Bénissaf. On a eu la visite de la Croix-Rouge, je crois, un an après. Et on a été rackettés. Mon mari a enlevé, les gens sont venus lui dire qu'on pouvait nous dire, qu'ils pouvaient nous dire où ils étaient, qu'il fallait préparer du linge, bon, qu'il fallait donner un peu d'argent, qu'on a donné d'ailleurs. Mais on lui a fixé un rendez-vous. Je crois que c'était avant. Je pense que moi, je sais plus. Des détails, je sais qu'il est allé au rendez-vous et qu'il n'y avait personne. Ben, mon frère était à l'armée, comme je vous l'ai dit, à Oran. Donc il a pu venir, il a été libéré de façon précoce de façon anticipée au mois d'août. Et il avait dû venir nous voir la semaine d'après, quoi. Et donc, mon frère avait 13 ans de plus que moi, mon frère aîné. Donc, il s'est retrouvé, il avait 26 ans, donc 26-27 ans, il s'est retrouvé avec ma mère en dépression nerveuse, moi qui avais 14 ans, qui réalisait, mais pas complètement, quoi. Hein. Et puis bon, il y avait des gens qui étaient enlevés, qui étaient libérés aussi. Donc, c'est pour ça qu'on est resté en Algérie. Parce que d'abord on n'avait rien en France et on ne savait pas où aller. Et donc on est resté là-bas tout le temps, toute la période de l'indépendance. Donc j'ai vu tous les gens qui partaient, en fait toute ma famille qui prenait le bateau, tous mes amis de lycée qui prenaient le bateau, ou qui l'avaient déjà pris d'ailleurs, hein, qui étaient partis avant, qui avaient anticipé. Et donc on s'est retrouvés effectivement du jour au lendemain dans une ville inconnue en fait. Parce que tout avait changé, il n'y avait plus rien. Quoi. Il y avait la ville, mais il n'y avait plus d'habitants. Ma belle-sœur avait 28 ans. Elle a laissé 2 petits-enfants. Ma belle-mère était une très belle femme, elle avait 56 ans, je crois. Jean-Jacques était jeune aussi. Jean-Louis Lévy avait, bon, il ne devait pas avoir 30 ans non plus. Il avait un enfant en bas âge, sa femme était enceinte. Voilà, M. Bensoussan a laissé aussi une femme et 2 enfants, jeunes. Ils étaient tous jeunes. Et puis bon, ben, elle n'avait pas de revenus, elle n'avait rien. Elle n'avait rien. La mairie lui a donné un emploi aux écoles. Et voilà, elle a travaillé toute sa vie, jusqu'à 66 ans. C'est nous qui avons aidé notre belle-sœur pendant des années. Ça a été dur, hein, pour elle. Oh là là. Après, ça a été régularisé. Bien après, des années plus tard, le gouvernement français, je crois que c'était M. Mitterrand, je crois bien, je ne me souviens plus, qui a décidé de régulariser tout ça. Ma belle-sœur a touché les arriérés. Et elle voulait nous rembourser. Elle a gardé son argent. Ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu se prendre en charge, on était jeunes. Mon père n'était pas là, donc il fallait manger. On n'avait pas d'argent, on n'avait pas de maison, pas de meubles, rien. Il fallait tout repartir à zéro. Ma mère avec un enfant de 18 mois, donc il n'était pas question qu'elle travaille. Donc on s'est mis à travailler de suite pour arriver à pouvoir manger et se vêtir et à vivre. Il avait une fille, oui, de 14 ans. Et ben, la famille a réagi. C'est difficile d'avoir un mort dont on n'est pas sûr. Et puis après, ben, heureusement que la famille était liée et que ma tante a repris le dessus, elle a repris son travail de couturière. Elle a élevé sa fille et puis on les a aidés. Puis, voilà. Puis la vie est repartie. Donc on s'est organisé, c'était un peu une situation de survie, quoi, hein, parce que ma mère s'est retrouvée sans argent. Mon frère qui venait de l'armée s'est mis à travailler, il était ingénieur d'agriculture nord-africaine, donc
Il a trouvé un emploi dans une fabrique de produits chimiques pour l'agriculture, d'engrais, chez Bayer. Et en même temps, il s'est occupé de la ferme, ce qui était quand même dangereux également, parce que même après l'indépendance, c'était hyper dangereux l'Algérie. Et en même temps, comme mon père était tailleur et que ma mère a essayé de relancer un peu cette activité, parce qu'il fallait vivre, et donc mon frère s'est mis à apprendre la coupe des costumes avec un ami tailleur qui était resté là aussi, monsieur Jordan Nice. Et donc, il faisait 3 métiers à la fois, quoi, hein, à 26 ans. Il s'occupait de la ferme, il s'occupait de... Et ce qui est amusant pour la ferme, c'est que bon, la ferme, on l'a gardée jusqu'en 63. Puis en 63, Ben Bella a décidé de nationaliser tous les biens. Ils ont nationalisé la ferme quand la récolte d'orange était sur pied et devait être cueillie, évidemment. Ils ont débarqué, ils ont pris... Enfin bon, on n'a pas été les seuls. Mais quand on vous dit qu'ils ont pris les fermes qui étaient abandonnées, c'est faux, ils ont pris celles qui n'étaient pas abandonnées. Donc, les accords d'Évian n'ont été appliqués que d'un seul côté. Je crois que c'est un peu ce qui est révoltant dans cette histoire, c'est la façon dont ça s'est passé. Et le déni des réalités qui existe actuellement au niveau des autorités, quoi. Quelles qu'elles soient. Oh, quel espoir. Quand on connaît ces gens-là, quel espoir, vous savez. Mon docteur m'a toujours dit, il m'a dit, tu sais, il vaut mieux qu'ils ne reviennent jamais, parce que même s'ils revenaient, dans quel état ils seraient. Sur le moment, donc, mes yeux ont vu ce qui se passait, enfin, la scène, et c'est après coup que j'ai réalisé l'ampleur de ce qui venait d'arriver. J'avais 5 ans. En 2004, eh bien, vous aviez fait un colloque sur Perpignan. C'est ce qui m'a permis d'aller et puis de parler de notre peine, de notre difficulté à vivre sans la présence de mon père et sans savoir également ce qu'il s'était passé. Parce que pendant des années, nous avons attendu qu'il vienne, qu'il frappe à la porte, qu'il dise « ben voilà, je viens, j'ai été prisonnier, Et on était toujours en attente, ça a duré des années. Et nous avons étouffé notre peine, comme ça, en ne disant rien. Et c'est vrai que ça a été très dur. J'ai vécu pendant 45 ans. Toutes les nuits. Toutes les nuits, je cherchais mon père. Et je ne pouvais pas en parler. J'ai jamais pu en parler. Moi, je m'étais toujours décédée à côté de la profession de mon père, et sans vraiment réaliser que ça sous-entendait la mort, parce qu'en fait, pour moi, il était absent, mais j'espérais toujours son retour, donc décédé. On n'avait pas vraiment constaté la mort ni quoi que ce soit. La mort, ce qui me concerne, bon, déjà je n'en parle pas, c'est quelque chose que je garde pour moi, et de plus, je pense que ça m'a rendu assez fragile, puisque toutes les agressions extérieures me touchent de plein fouet. Eh bien là, elle a 88 ans, 89. Elle en parle de son mari? Non. Quand elle a vu la photo, parce qu'elle n'en veut pas, elle, de photo non plus. Elle ne veut pas le voir. Voilà, la pauvre, comment elle a vécu toute sa vie. La vie s'est arrêtée là pour elle. Ouais. Elle avait 41 ans. Bon, Madame le maire Paul est décédée là en début d'année. Ah, avec ça derrière la tête. Elle n'a pas vécu. Elle était triste. Il n'y avait pas moyen. Il n'y avait pas moyen de la faire rigoler. Tout le restant de sa vie, elle est restée triste. Triste. Les enfants, maintenant, ils sont grands. Ils ont 50 ans maintenant, à peu près. Ah, ils sont fatigués de cette tragédie. Maintenant, ça va bien.
ils sont bien. Mais, vous savez, ça doit trotter dans leur tête, mais les enfants ne disent rien. Ils me donnent l'impression de dire, bon, ben, c'est comme ça, c'est peut-être la fatalité, entre guillemets, mais ça y est, c'est fini, on n'en parle plus. Mais ils ne nous le disent pas. Peut-être qu'ils veulent nous implorer en disant, on n'en parle plus. Alors pour les parents et les grands-parents, mes parents, ils y ont toujours pensé, tout le temps. Mais même ma maman qui disait à un moment donné, elle disait, oui, tu comprends, Bon, alors moi je voyageais beaucoup. Et je faisais beaucoup l'Afrique de l'Ouest. Elle me disait, tu ne l'as pas vu? Parce qu'à un moment donné, on pensait qu'il avait déserté. Oui, ça a couru. Moi-même, j'arrive pas à en parler. Même avec les enfants, je peux pas en parler. Je peux pas parce que je pleure à chaque fois. C'est comme si c'était hier. C'était le frère de mon père. Voilà, le chef de famille en fait. C'était le frère aîné de mon père et pour nous c'était après la disparition du grand-père, c'était le patriarche. C'était le chef de famille. Et c'est vrai que pour moi c'était pratiquement comme un deuxième père, quoi. Et puis j'en ai beaucoup souffert. J'en souffre encore. Je sais pas si on peut s'imaginer ce que ça représente quand on l'a pas vécu, quoi. Mon mari, ma belle-sœur, là, mes beaux-parents donc avaient Colette, mon mari, et ils avaient une jeune fille aussi, Régine, qui avait 17 ans à l'époque et qui s'est suicidée à l'âge de 25 ans. Et qui a laissé aussi un petit enfant en bas âge. C'est difficile. C'est difficile. Et puis après, ma mère s'est remariée, parce qu'elle était jeune, elle est restée veuve à 19 ans, avec un bébé, moi. Et puis, bon, elle s'est remariée, donc j'ai un papa maintenant. Et quand elle s'est remariée, j'ai eu un papa, quoi. Et c'était un peu difficile aussi d'expliquer ça. Non, n'en parlez pas. Pourquoi? C'était toujours... on évitait déjà pour m'aimer, parce que la pauvre, c'était... Ma grand-mère, tous les matins, faisait un chapelet. Et une bougie allumée pour, justement, revoir sa fille. Mais bon, c'est vrai qu'on n'en parlait pas trop. Parce que quand je demandais un souvenir, on n'en parlait pas. Si je demandais quelque chose à ma sœur, elle m'en parlait pas. Ça... Je sais pas, ça n'a pas été... Comment on vit avec le souvenir? Mal. Parce que je peux dire, Suzy, c'est toi, je te remercie. Tu m'as fait le deuil de tout ça. Parce que ce mur des disparus, ça m'a beaucoup aidé. Parce que j'en parlerai jamais. Gilou est là, il peut le dire. Jamais j'en ai parlé comme j'ai parlé avec toi. C'est la première fois de ma vie que je le fais. En novembre, nous avons inauguré ce mur. Les disparitions dont nous parlons remontent à 45 ans à peu près. Oui. Ce fut un grand moment, cette inauguration. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Oh là là. Une très grande émotion. Je ne croyais pas qu'il y aurait d'ailleurs autant de monde. Puis il en manquait beaucoup. Mais ça a été un jour exceptionnel, extraordinaire. J'aurais jamais cru que ça se passerait comme ça.
un moment. Mais poignant. Toute la journée. C'était très bien que ça se fasse, hein. Oh là là. Et il faut le garder, ce mur, hein. J'étais avec mes 3 enfants. C'est magnifique. Le jour de l'inauguration du mur, j'ai pensé à mon mari. Oui, j'ai bien vu son nom, j'ai touché le nom, j'aime bien son nom, son prénom. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Eh bien écoutez, effectivement, c'est un moment très dur, mais ça représente le fait qu'il est là. Finalement, il est un peu revenu avec nous, il est auprès de nous tout de même. C'est le début d'une reconnaissance de cette disparition pour un homme quand même qui était français, qui a fait toute la campagne d'Italie en France et qui est mort. Je ne sais pas pour qui il est mort finalement. Ça nous a réconfortés parce qu'il y avait déjà le nom de mon père dessus. Et c'était une sépulture, c'était quelque chose que l'on pouvait voir, toucher. Et donc ça fait, moralement, c'était quelque chose de très important. Un apaisement également. Je pense que c'est une bonne chose pour notre communauté, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Et puis pour pas qu'on nous oublie, si il est tenté qu'on puisse ne pas nous oublier. J'y étais. Comment vous avez vécu ce moment-là? Très dur, très dur, très dur, très dur. Très dur. Il y avait des amis qui m'ont soutenu, heureusement, mais ça a été très dur. J'arrivais pas à la plaque. Voilà, le nom. Je le voyais pas tellement. J'étais éberlué par tout ce qui me passait par la tête. Et après, j'ai vu Emmanuel, alias. Les témoignages que j'ai pu voir sur le vif lors de l'inauguration du mur des disparus et puis des visites successives, c'est flagrant, c'est fantastique. Je crois que tous les gens qui sont venus, d'abord ont émis des remerciements, mais est très émus au cercle jaïaniste et en particulier à Suzy Simoniquez, présidente, de cette initiative. Parce que je crois que tous ont toujours ressenti cet étouffement de la mémoire et cette impossibilité de faire le deuil. Et tout d'un coup, cette initiative leur a permis de s'exprimer et de rendre hommage. C'est quand même fantastique. Tout d'un coup, c'est disparu, évanoui, évaporé. Tout d'un coup, ils étaient représentés. Ils étaient revenus dans le monde des humains. Et ça, c'est extraordinaire. Mais un nom gravé sur une plaque, c'est comme les monuments morts de la Grande Guerre. Quand on voit ces monuments morts, on est ému, on ne peut pas s'en empêcher. Et ça implique que ces gens ont été des vivants, des êtres humains, et non pas des fantômes. Jusque-là, on avait des fantômes, c'était nos fantômes. Tout d'un coup, on peut les représenter sous cette forme-là. Et ça, je trouve ça absolument magnifique. Oui, un refuge parce qu'on sait qu'on peut aller et on peut prier et on sait maintenant qu'il est là. Il faut que nous aussi, on fasse notre deuil. Parce que c'est vrai, quand on ne retrouve pas les corps, on a l'impression qu'ils ne sont pas morts ou que... Et voilà, là, ça nous permet aussi de dire, eh ben, c'est comme ça. Et ça fait déjà 58, hein, ça fait 50 ans. Ce mur, je trouve que c'est très, très important. Je trouve, voilà, ça n'a l'air de rien. J'ai vu comment les gens se sont comportés à ce mur. Tous ces gens qui y allaient toucher le nom, sur le mur. C'est tout ce qu'ils sont. Voilà. On n'a plus rien d'eux, plus rien. Voilà, on n'a que leur nom. Systématiquement, vous m'entendez bien, je les emmène là-bas. On se promène à pied, je leur dis tiens, fais le tour, on va à la ville ancienne, en Afrique du Nord on appelle ça la ville ancienne, le vieux Perpignan, c'est la vraie ville ancienne, hein. Mais enfin, il y a les ruelles, c'est sympathique, on se balade là-dedans, puis tout d'un coup on tombe là, c'est fermé, où il y a des travaux, j'ai jamais forcé la barrière non plus, je suis jamais rentré dans la petite cour, hein. Mais du haut de la rampe, là, on voit bien, mais qu'est-ce que c'est ça? Je dis, ben voilà, c'est ça, et je leur explique tout. Ah, c'est formidable. Ah,
fallait le faire. Ah, il fallait le faire. Hein. Ah, c'est magnifique. Vous vous rendez compte, ces gens-là, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Mais c'est insaisissable. On ne sait pas. Le néant. Mais c'est ça qui est terrible. C'est quelque chose qui m'a fait aussi relativiser mon propre drame. C'est quand on regarde ces plaques et que l'on voit quelquefois le même nom de famille qui ressort 5, 6, 7 fois d'affilée. Ça, c'est quelque chose. Ça donne une image de la barbarie qu'il y a pu y avoir. Et oui, toute la famille qui vient maintenant à la maison, je les amènerai. Je les amènerai. Pourquoi? Pourquoi? C'est comme s'ils reposeraient là. C'est comme s'ils reposeraient. Le reste, on ne peut pas. Son nom suffit. Alors, s'il y a des sœurs, des tantes qui vont venir, je vais les amener. Aussi. C'est notre seul recueil. Parce que j'étais à Oran, mais personne ne sait. Oui, ici, il y a eu des bouclages, mais on n'ose pas non plus parler avec les gens du pays, parce que c'est des jeunes, ils ne se souviennent même pas de tout ça. Mais j'étais à peu près à l'endroit où il a été enlevé, j'étais à peu près, et j'ai posé un bouquet de fleurs. Ça m'a soulagé. En même temps, ça servait pour les autres. Ah ben, il représente pour moi que je sais maintenant, je sais où aller. Puis je me dis, je ne suis pas toute seule. Il y a plein de monde. Quelle tristesse, quelle peine. J'ai vu tellement de gens pleurer, tellement de gens... Et puis ben, ça nous encourage. Puis ça a encouragé mon fils qui a lu les noms de ses grands-parents. Et puis mes petits-enfants, ben, je leur ai dit, ils le savent et ils veulent venir. Et maintenant, ils disent, c'est là qu'on peut aller voir tes parents, mamie. Alors ça me fait chaud au cœur. Mais quand même de voir ce mur si long, ça concrétise vraiment qu'il y a 3000 personnes. Ce ne sont pas des cas à droite, à gauche, comme ça, qu'elles sont parties changer de vie. Non, ils ont bien été enlevés, disparus. Donc ce mur aide à... Est-ce que les métropoles se rendent compte qu'il y a eu un drame en Algérie? Et ce drame est disparu, enlevé. Moi, que la France réalise qu'elle a laissé 3000 disparus. 3000 enlevés. Moi, je trouvais que c'était d'une injustice inimaginable qu'on ait jeté la mémoire de tous ces gens qui avaient disparu sans raison, C'était pas des combattants, ils n'avaient pas des armes à la main, ils n'avaient rien à se reprocher, on les a pris parce qu'on voulait leur prendre leur voiture, et puis c'est tout, et peut-être les colliers des femmes, et puis c'est tout. Il n'y avait pas une autre raison valable. Qu'on ait mis la mémoire de ces gens à la poubelle, j'ai trouvé ça indigne. Indigne d'un pays, du pays, des droits de l'homme. C'était pas des hommes, des femmes. C'était quoi? Hein? Le gouvernement, oh là là. Oh là là. Oh. Il est en dessous de tout et il nous a bien emmené en bateau, c'est le cas de le dire. Hein. Un bateau, il y en a eu besoin. Là, on va un peu déborder, mais même le problème des harkis, quand même. Parce que les harkis, ils ont nos âges, hein. Pas croire que c'est des harkis de 40 ans, hein. Ils ont tous 70 ans passés, hein. Pas... Ah, j'explique, voilà où on les a mis, là. Le gouvernement français et les autres, ils les ont laissés se faire égorger là-bas en Algérie. Quelque chose de l'État qui reconnaissent qu'il y a eu un génocide
le 5-6 juillet à Oran, et que les gens le sachent. Qu'ils nous disent la vérité. Moi, je veux savoir. Parce qu'on a su que des femmes étaient enfermées. Maman n'avait que 35 ans. J'espère qu'elle n'a pas eu de mal. J'espère que... C'est malheureux ce que je vais dire, c'est peut-être pas beau de la part d'une fille, mais j'espère qu'elle est morte. Je trouve que c'est pas normal que l'État, justement, n'ait pas fait ce travail avant. Est-ce que nous, les pieds noirs, en France, on a fait du tort à la France, on s'est mal comporté, on n'a pas été des gens courageux, travailleurs? Est-ce qu'on n'a pas... Ben, les autres, ils étaient pareils, ceux qui ont disparu, c'était pareil. Des gens dignes, des gens honnêtes, travailleurs.